Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci à vous de nous avoir rejoints cet après-midi. Aujourd'hui, cet après-midi, on va discuter vraiment de la tech, un atout pour la santé et un atout pour le bien-être. Moi, avant d'aller dans le vif du sujet, je suis Fabiola Dor, donc on va passer l'après-midi ensemble. Il y a 3 autres conférences, en tout cas, j'espère que vous allez nous suivre toute l'après-midi. Et avant de commencer dans le vif du sujet, je vous propose de commencer par une photographie. Comme ça, tout au long de la discussion, tout le monde est au même niveau et on sait de quoi on parle. Je trouve que c'est bien aussi de commencer par une bonne nouvelle. Généralement, on aime bien se comparer aux anglo-saxons. Et quand on parle en tout cas de la santé tech, la France n'est pas en reste. On est vraiment le 2e écosystème le plus dynamique après le Royaume-Uni. Donc, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Il y a plein de choses à faire. La route est encore longue, bien évidemment. On va pouvoir en parler très rapidement avec mes intervenants et mes intervenantes. Mais je trouvais que c'était bien de se positionner. Quand on parle de santé tech, on parle bien des biotech, on parle bien des medtech et on parle aussi de e-santé. En tout cas, plein d'outils qui vont permettre d'améliorer notre quotidien, d'améliorer notre bien-être. On constate aussi, on commence à avoir pas mal de très beaux succès en France. Je prends l'exemple de Doctolib. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui utilisent cet outil, mais je trouve que c'est assez intéressant. D'aujourd'hui, on n'a pas besoin entre 2 réunions. Je peux très rapidement prendre un rendez-vous en quelques clics. C'est une entreprise maintenant, c'est plus une start-up, elle a bien grandi depuis, qui a levé 150 millions en mars dernier. Donc je trouve quand même que c'est intéressant intéressant de rappeler qu'on a eu des grands succès dans ce domaine-là en France. Et très rapidement, cet après-midi, ce qu'on va se poser comme question et ce dont on va parler, c'est vraiment de se dire comment les nouvelles technologies peuvent améliorer notre bien-être, peuvent améliorer notre quotidien. Et surtout, la grande question est très rapidement Abdellah El-Badawi, qui est le seul homme de notre table ronde, a vraiment pointé cet argument en disant qu'on sait aujourd'hui que la santé est une affaire collective. Donc la grande question qu'on doit se poser, comment on peut s'assurer en tout cas d'avoir un écosystème inclusif et qu'on ait vraiment des innovations, des outils qui répondent aux problématiques de chacun. Donc pour en discuter cet après-midi, je vais avoir avec moi Anne-Sophie Tuzinski, qui est une serial entrepreneur et qui est à la tête de Cancer at Work et de We Care at Work. Je vais avoir aussi Asia Al-Khalal, qui est pharmacienne et ingénieure chez Bayer. Je vais avoir Abdellaoui El-Badawi, qui est le fondateur de Banlieue Santé. Je suis désolée si j'ai écorché, j'ai essayé, je l'ai répété plusieurs fois à la maison pour bien le dire en tout cas. Et j'avais même pas mes protèges. Et avec nous, on va avoir aussi Stéphanie Trank. Donc, je vais commencer très rapidement. C'est une question que je vais poser à Stéphanie. La santé est une affaire collective. Aujourd'hui, les nouvelles technologies permettent de faciliter le travail des médecins. Est-ce que vous pourriez nous citer un exemple concret qui a retenu votre attention récemment ? Alors, j'en parlais tout à l'heure à Sia. Je vais les citer finalement, les acteurs dont je parle, parce que je pense que c'est important, étant donné que j'anime un cluster qui s'appelle AI4Health, qu'il faut nommer les acteurs et les membres de ce cluster-là. Donc, il y a une start-up très récente qui a levé notamment 6 millions d'euros, mais qui, en moins d'1 an, a eu des marquages chez eux et qui est très très agile dans sa manière de se développer, qui s'appelle donc Implicity. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire de la télésurveillance pour aider les médecins à faire de la télésurveillance sur des prothèses cardiaques. Et donc ça, on se dit, bon, c'est sympa, ça aide les professionnels de santé, mais qu'est-ce que ça permet de faire ? Grâce à l'intelligence artificielle, ça permet clairement de prédire le fait d'avoir ou non une crise cardiaque. Donc ça, c'est un des cas que je peux citer. Et après, il y a des cas aussi comme la fondation Adolphe Rothschild, qui aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un hôpital qui est public, privé, mais public dans le sens ouvert à tous et gratuite. Et donc, ils sont spécialisés dans l'ophtalmologie. Et donc là, ils ont un département de R&D et dans laquelle il y a aujourd'hui des robots qui font des analyses grâce aux données de santé des patients de la FOR, donc la Fondation Adolphe Rothschild. Et là-dedans, j'ai rencontré des chercheurs qui me disent « Mais Stéphanie, tu sais quoi ? Aujourd'hui, grâce à des robots, avec toutes les données qu'on a, ils sont plus précis qu'un médecin. Et ça va nous permettre de nous concentrer sur de la valeur ajoutée et d'être additionnel à tout ça. Et ce que ça permet aussi de faire, c'est que l'analyse d'un fond d'œil avec les moteurs de recherche qu'on a, enfin d'analyse et d'algo, permettent aujourd'hui de prévenir sur plein de maladies dont vous n'avez même pas idée. Enfin, moi, je ne savais pas. Donne un exemple, peut-être. Et notamment l'Alzheimer. Aujourd'hui, grâce à un fond de l'œil, on peut notamment dire que vous êtes une femme, un homme, ça, si vous fumez pas. Mais c'est surtout qu'on peut se dire, est-ce que vous avez des problèmes aux reins ?
au cœur. Et surtout, on peut se dire, est-ce que on peut avoir l'Alzheimer? Donc, rien que le fond d'œil sur une partie de notre anatomie. Et alors, je m'excuse si je ne suis pas très spécifique dans ce que je dis, puisque je ne suis pas chercheuse ni médecin. Mais en tous les cas, c'est très intéressant de se dire que c'est là où va aujourd'hui les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle. C'est sur la détection de maladies en amont et plus rapide qu'avant. Et je vous regarde, merci beaucoup Stéphanie. Et je vous regarde Assia, où quand on a discuté, vous me disiez, en tout cas aujourd'hui, on a aussi un gain de temps qui est très rapide. Avant, quand on aurait pris 10 ans pour développer un médicament, aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, on peut trouver des solutions très très rapidement. Alors effectivement, le virage du numérique, ça permet vraiment de gagner du temps dans la recherche et développement, parce que la recherche et développement d'un médicament, ça peut prendre 10 ans. C'est très coûteux, ça peut aller jusqu'à 3 milliards d'euros et c'est malheureusement teinté de beaucoup d'échecs parce que sur 100 000 molécules qui vont être testées en R&D, il y a une seule molécule qui va aboutir. Et donc, dans le modèle traditionnel qui était de développer d'abord en laboratoire in vitro et in vivo chez les êtres vivants, maintenant va un peu évoluer et va faire émerger un nouveau modèle qui est la médecine in silico. Et la médecine in silico, qu'est-ce que c'est? C'est simuler avec des modèles mathématiques une pathologie, l'effet d'une molécule sur cette pathologie et sur un organe et voir et d'anticiper finalement quel est le bénéfice thérapeutique qui est attendu et quel est l'échec potentiel qui est attendu pour, au contraire, avorter la recherche et le développement à ce moment-là et pouvoir réorienter les recherches ailleurs. Donc c'est déjà fait dans les dispositifs médicaux, notamment aux États-Unis, en complément des études chez les êtres vivants, où on simule finalement l'effet d'une prothèse sur un organe dédié pour savoir quelle est l'interaction de cette prothèse avec l'organe et savoir derrière quelles seront les étapes ultérieures. Donc ça, c'est le premier élément. Et l'intelligence artificielle, typiquement, c'est fabuleux parce qu'on peut screener un nombre incalculable de molécules pour pouvoir trouver la molécule candidate qui va pouvoir fonctionner contre le virus ou la bactérie considérée. C'est exactement ce qui est en train de se passer pour le coronavirus en ce moment. En ce moment, les startups et les biotech sont à fond les ballons sur ce sujet. Et il y a 3 semaines, il y a une nouvelle molécule qui a été découverte, un nouvel antibiotique qui a été découvert, c'est l'allicine, et qui permet de tuer des bactéries qui aujourd'hui sont résistantes à la plupart des antibiotiques traditionnels. Donc pour ça, le numérique, l'intelligence artificielle, c'est absolument fabuleux pour la recherche et le développement en santé. Si, je regarde Anne-Sophie, vous, on est dans le sens inverse. Jusque-là, on a parlé de beaucoup d'outils numériques qui venaient aider directement plutôt les professionnels de santé. Mais vous, vous avez été victime, vous avez eu un cancer et à partir de là, vous vous êtes dit, en fait, moi, je vais changer les choses. C'est moi qui vais essayer de porter des solutions pour justement intégrer. Et vous avez décidé de concilier maladie, cancer et vie au travail. Exactement. Alors la tech, elle nous aide, nous les malades, à plein de niveaux. En prévention, dans le dépistage des cancers notamment, avec des dépistages et des traitements qui sont de moins en moins invasifs, et elle permet de gagner en efficacité en détection. Quand j'ai été malade, moi j'ai travaillé 15 ans dans le secteur de l'emploi et puis j'ai eu un cancer en 2011. Les entreprises et les personnes sont venues vers moi en disant on a de plus en plus de situations de maladie au travail, mais on ne sait pas comment gérer. Et de fait, je me suis rendu compte que le monde de la santé avait kidnappé la maladie et elle n'infusait pas en fait dans la société. Être vivant après un cancer, pouvoir travailler, ça n'était pas dans la tête des gens quelque chose de possible. Et donc j'ai décidé de m'attaquer à ce sujet qui conditionne aussi la qualité de nos soins. Parce qu'aujourd'hui, l'héritage que nous ont laissé nos grands-parents en 1946, la sécurité sociale, eh bien son financement est lié aux cotisations. Et si on soigne des gens, mais qu'on ne leur permet pas de rester dans l'emploi, eh bien on n'aura plus ou peu d'avancées, qu'elles soient technologiques ou... Donc ça, c'est le premier champ d'intervention sur lequel je travaille au quotidien, avec la création d'un club d'entreprise qui est Cancer at Work, et plus récemment d'une start-up de malades, puisque j'ai décidé d'être exemplaire et d'employer, moi aussi, des malades. Alors, avant d'aller sur la deuxième start-up, avec Cancer at Work, vous faites quoi exactement? Est-ce qu'on peut donner un exemple concret de ce que vous faites au quotidien? Très simplement, on mobilise des dirigeants d'entreprise pour qu'ils fassent exister le sujet de la maladie au travail. Aujourd'hui, on n'est pas malade au travail. On est malade en arrêt maladie, on revient au travail, on est guéri, hyper performant, ultra bien portant pour pouvoir répondre à tous les objectifs de l'entreprise.
Et donc, Cancer at Work mobilise les chefs d'entreprise pour qu'ils fassent exister ce sujet et qu'ils développent des pratiques. Alors, c'est très variable. On a des pratiques, par exemple, une entreprise industrielle qui est confrontée à des difficultés de cadence sur les chaînes de production après après le retour au travail des personnes malades. Ben, cette entreprise qui s'est saisie du sujet a décidé de créer une chaîne sans cadence où les salariés travaillent à leur rythme. Et de cet engagement pour le bien-être des salariés est née une innovation métier, un investissement dans la R&D pour la création de produits adaptés pour des femmes atteintes de cancer du sein. Merci beaucoup. Et Elba Abdella, vous voyez, à cause de vous, je ne sais plus le dire. Appelle-moi pas. Appelle-moi le santé. Quand on a discuté, vous m'avez dit très rapidement, moi, ce qui est important, c'est vraiment qu'on ait un écosystème qui soit inclusif, qu'on puisse prendre vraiment tout le monde dans la société. Et en tout cas, on s'est rendu compte que voilà, on avait envie d'aller vers des populations qui étaient parfois très pauvres, qui en tout cas n'avaient pas tous les moyens, en tout cas qui étaient parfois extrêmement éloignées de la santé. Et nous, on s'est rendu compte qu'il était important en tout cas de ramener ces personnes-là, en tout cas de sensibiliser ces personnes-là. Comment ça se passe en fait, votre activité ? Bonjour à tous. Donc, pour faire un bref retour en arrière, moi je suis professionnel de santé à la base. Je suis infirmier libéral. Et avant d'être infirmier, j'ai travaillé près de 8 ans en tant qu'agent de service hospitalier à l'hôpital. Je me suis aussi rendu compte qu'il y avait énormément de patients qui étaient sortis du parcours de soins du fait qu'ils ne parlent pas le français, sont de cultures différentes, ont des habitudes de vie sociales, culturelles, ethniques, religieuses extrêmement différentes, et que en tant que professionnel de santé, on prenait en compte essentiellement la prise en charge médicale et très peu les habitudes de vie des patients. Et en fait, c'est une grosse erreur parce que si on ne prend pas en charge les patients dans leur globalité, on n'arrivera pas à forcément faire en sorte que ces patients deviennent autonomes, puissent aussi s'engager dans leur pathologie. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui qu'on mène, nous, aujourd'hui, dans Banlieue Santé, c'est de faire en sorte de prendre en charge l'ensemble des habitudes de vie des patients pour essayer de faire en sorte que ces patients reviennent vers le parcours de soins. Aujourd'hui, on a accompagné sans argent d'aide publique, sans argent d'État, 200 000 patients en 300 quartiers avec tous les bénévoles qu'on a autour de nous qui s'engagent au quotidien. On peut avoir un exemple des actions justement que vous avez menées sur le terrain ? Justement, tout à l'heure, la collaboratrice, la collègue, elle parlait d'Adolphe, la fondation Adolphe de Rothschild qui est dans le 19e arrondissement. On a fait pendant presque 1 an et demi un travail de prévention de santé publique dans les foyers Sonacotra auprès de Shibani. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des Shibani. C'est grosso modo, ce sont des patients qui sont arrivés dans les années 50, 60, 70, enfin des personnes qui sont arrivées dans les années 50, 60, 70. Ils venaient du Maroc, d'Algérie, Tunisie, du Mali, de Sénégal, pour travailler en France en tant que cheminots, en tant que mineurs, donc dans les mines de charbon, comme mon père, mais aussi dans d'autres métiers. Et ils ont été parqués dans des foyers de 8 mètres carrés où on leur disait tu vas venir vivre ici, travailler ici. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des patients qui ont le plus cotisé socialement. Enfin, c'est ceux qui ont le plus cotisé, qui ont le moins utilisé leurs droits sociaux. Et donc, c'est des patients qui ont des problématiques de pathologie, je dirais, multipathologiques, puisqu'ils font de l'hypertension, du diabète et autres. Et donc, on a fait des actions de prévention, de sensibilisation auprès de ces patients en bas des bâtiments pendant près d'1 an et demi. En fait, on s'est rendu compte qu'un patient sur 4 qu'on avait identifié ne savait pas qu'il était atteint d'hypertension ou de diabète. Ça n'existe pas en termes de données de santé publique. C'est-à-dire qu'on est dans un truc et on ne sait pas ce qui va se passer demain pour eux. Et tout l'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est de dire qu'il ne faut pas juste montrer du doigt, il faut aussi créer des solutions. Et donc, on a ramené 200 de ces personnes je dirais, à la Fondation Rothschild. On a fait venir Essilor et on a fait consultation ophtalmo. Et derrière, lunettes offertes le jour même. Et 85% de ces patients ont été appariés, 15% ont été détectés des rétinopathies, des glaucomes, des cataractes. En fait, c'est un vrai problème sanitaire aujourd'hui dont l'État, en fait, ils n'ont pas forcément vu. Et donc aujourd'hui, forcément, ça fait tilt chez certains. Donc le CNRS vient nous voir en disant c'est quoi ces données, ils veulent savoir, ils veulent comprendre comment on fait. Et puis aussi, justement, on va présenter notre travail auprès du congrès des médecins généralistes dans 10 jours à peu près, pour expliquer comment aujourd'hui il faut aussi
reprendre, je dirais, ce lead de la prise en charge médicale en prenant en compte les habitudes de vie des patients. Ça me permet de rebondir. Justement, c'est que l'IA et l'analyse des données aujourd'hui permettent d'offrir un service très personnalisé. J'imagine que c'est un peu ce que vous avez envie de faire avec Banlieue Santé. Comment ça va se passer ? Oui, effectivement. En fait, nous, on est en train de se dire qu'il faut aussi hacker le système et hacker la santé. Et donc, on y arrive très bien avec les patients. Et c'est ce que je disais à plusieurs personnes qu'on rencontre aujourd'hui, aussi les patients, parce que la société vous considère comme, ou une partie de la société vous considère comme un problème, nous vous considérons comme la solution à vos problèmes. Et on change le mindset des gens où, en fait, ils ont envie de participer à leur santé. Et en fait, on se rend compte que on va essayer de voir comment la tech peut aussi solutionner ces problématiques. On est en train de travailler sur des solutions en IA de médecine prédictive ou préventive culturelle, avec tout un process où en fait on va prendre en compte les habitudes sociales des patients, leurs besoins, leurs envies. Parce que quand vous avez des patients aujourd'hui qui sont très précaires, c'est pas que le système de soins il n'existe pas, c'est qu'ils ont déjà envie de payer leurs factures, ils ont déjà envie d'avoir que leur frigo il soit plein, que leurs enfants ils puissent avoir des vêtements, des trucs simples en fait. Et donc c'est tout ça qui fait que notre travail aujourd'hui, c'est d'abord d'avoir une dimension d'inclusion sociale et après médicale, tout en se disant qu'il faut aussi les rendre autonomes. On n'est pas là pour aussi faire du social pour faire du social, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est essayer de faire en sorte que les gens aussi aient cette éducation, de les autonomiser et puis aussi de leur donner les moyens et les capacités de comprendre des choses. Je vous regarde, Stéphanie. Quand on s'est parlé, vous m'avez dit généralement les femmes prennent en moyenne un médicament par jour. On parlait à ce moment-là, vous avez évoqué la pilule. Et l'idée était de dire aujourd'hui, avec l'IA, on sait qu'on pourra aller vers une solution qui sera beaucoup plus adaptée, qui va respecter un peu plus les besoins des femmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui va changer ? En fait, là, moi, j'ouvre une brèche parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Après, c'est une omerta sans nom, je trouve. Mais la santé de la femme est un vrai sujet. Je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que moi-même, je sais que je ne vais pas vous donner trop mon âge, mais dans un certain nombre d'années, je vais être ménopausée. Ok. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toute une... que ce soit les femmes entre elles ou les hommes vis-à-vis des femmes, et inversement, même les hommes entre eux, même, ils s'en parlent même pas, j'imagine, et parce que je trouve ça normal aussi quelque part. Mais quid, oui, du fait que la femme, tous les jours, pour certaines d'entre nous, on prend un médicament par jour qui s'appelle la pilule. Donc, on prend des produits chimiques tous les jours. On a des fluctuations hormonales tous les jours, ou en tout cas, c'est cyclique, et que ça impacte notre vie au travail aussi. Et donc, ce que je dis par là, c'est que avec les données de santé, avec justement cette inclusion aussi, et le fait qu'on puisse collecter et avoir cette intelligence collective de se dire je vais participer à cette évolution numérique qui se passe dans la santé, on va pouvoir, et ça j'en suis persuadée, j'ai pas encore les noms des projets, mais bientôt avoir des médicaments personnalisés adaptés à nos profils. C'est ce que disait Abdelali sur un autre sujet, mais je suis complètement convaincue, et j'en vois de toute manière. Je vois une start-up là, que j'ai en tête qui s'appelle ExactCure, qui sera capable demain. Ils sont en train de travailler sur le proto, ça marche. Ils ont 2 ou 3 clients, donc ils sont en cours d'eux. Ils ne sont pas encore time to market, mais ça va y aller, ça va le faire. Faire votre jumeau de génétique. Moi, aujourd'hui, j'ai mal à la tête. Abdelali a mal à la tête. Qu'est-ce qu'on prend ? On prend un Doliprane 1000. Mais c'est pas normal, en fait. On n'a pas le même, on n'a pas le même poids, on n'a pas la même morphologie, les mêmes besoins. Et demain, ça va être possible. Et ça, au niveau de la santé de la femme, ça va être possible aussi, selon moi, de réguler nos hormones. Et ça va être super. Parce que c'est ce qui fait de nous des gens différents, mais aussi ça nous pénalise parfois. Anne-Sophie, je vous regarde, quand on a eu un premier échange, je m'avais dit, en fait, faire un service personnalisé, c'est pas que de la philanthropie. Il y a vraiment moyen, si on va jusqu'au bout des choses, d'avoir une vraie valeur économique. Et c'est un peu un projet que vous avez porté, qui a donné, si je ne me trompe pas, une gamme de produits pour les femmes atteintes de cancer. Est-ce qu'on peut essayer de rappeler justement que voilà, le fait d'aller sur des produits qui vont être plus qualitatifs et des produits qui sont plus en lien justement avec la personnalité de chacun, qu'on peut réussir à avoir une vraie valeur économique ?
Oui, c'est important, je crois, pour les personnes malades et pour les entreprises qu'elles portent, de voir cette création de valeur humaine, certes, mais aussi économique. Et ce qu'on s'applique à révéler, que ce soit chez Cancer at Work, mais aussi dans la start-up We Care at Work, c'est de révéler aux personnes malades tout ce qu'elles peuvent avoir gagné en soft skills dans l'expérience de vie de la maladie. Aujourd'hui, quand on dit cancer, maladie grave et travail, on pense difficulté, coût. Quand on nomme les choses, parce que je discutais tout à l'heure avec l'équipe de la mort de Michel Charasse, on parle encore de longues et douloureuses maladies. Donc on a encore du mal même à nommer certaines choses. Mais surtout, on pense difficulté, on pense coût. Or, dans l'expérience de vie de la maladie, les personnes développent des qualités, des compétences qui sont précieuses, ce qu'on appelle les soft skills. J'ai même vu plus récemment les math skills, n'est-ce pas? Ça date de nos discussions il y a 2 jours. Et ces qualités, dont l'humanité, en fait, elles sont hyper précieuses, particulièrement dans le contexte de transformation digitale, de robotisation et d'intelligence artificielle. Je crois que c'est hyper important de mettre en lumière tout ce qu'on peut créer comme valeur autour de cette expérience de vie. Ok, mais dans les différentes actions que vous avez menées, quels ont été les premiers freins? Parce que j'imagine entre le moment où on porte ce type de projet et le moment où on arrive à le concrétiser, quels ont été les premiers freins que vous avez observés? Alors en fait, pas beaucoup de freins. Pour être tout à fait honnête, j'ai répondu à une demande. Au sortir du cancer, je n'étais pas du tout prédestinée à m'occuper du sujet du cancer au travail. Mais ce sont les personnes que j'ai croisées dans les couloirs de l'hôpital qui m'ont dit leur difficulté à à concilier la vie professionnelle avec leur expérience de la maladie. Et ce sont les DRH et les chefs d'entreprise avec lesquels je travaille depuis des années qui m'ont dit leurs difficultés parce qu'ils sont confrontés de plus en plus à des maladies graves et qui ne savent pas toujours comment faire. Donc, ce qui me rend optimiste, c'est que les freins ne me semblent pas si nombreux. Ce qui me rend optimiste aussi, c'est que les solutions sont pas si compliqués à mettre en œuvre, même parfois dans des secteurs où on se dit oh là là, comment on va pouvoir adapter une chaîne de production industrielle où la survie de l'entreprise, parce que les marges sont très faibles, est liée vraiment à des cadences de production extrêmement fortes. Et bien, quand on écoute les salariés, quand on écoute leurs difficultés, quand on les sollicite pour proposer des solutions et quand les chefs d'entreprise font le pari de la confiance, on arrive à trouver des solutions. On évoquait tout à l'heure cet atelier sans cadence au milieu d'une usine de production avec des chaînes qui, elles, ont des cadences supérieures, où tout salarié qui est en difficulté et qui a besoin d'adapter son rythme de travail peut intervenir. Le résultat, c'est un engagement extrêmement fort de tous les salariés. Quand je vais dans l'usine de production rouennaise, on me dit, vous savez Anne-Sophie, c'est à la vie, à la mort, avec la dirigeante qui s'appelle Isabelle. Mais on a aussi 8 points d'absentéisme gagnés en 3 ans et une innovation métier. Donc je crois qu'il faut continuer aussi à porter ces messages de ce qu'on peut gagner, de ce que les malades peuvent gagner dans l'expérience de vie de la maladie, faire changer le regard sur les personnes malades. On est carrément dans les sujets de l'inclusion que vous évoquiez il y a un instant, mais sur un autre champ, mais les mécaniques sont les mêmes en fait. Et se saisir à la fois de la tech pour améliorer les choses, mais aussi dire à la tech, tout ce qu'on gagne dans des expériences de vie difficiles, c'est utile pour le développement de la technologie. Et du coup, Abdelali, je vous regarde. Quels sont les freins que vous aussi vous avez observés? Est-ce que vous avez rencontré des personnes qui étaient réticentes ou est-ce que ça a été difficile de convaincre au départ? Comment ça s'est passé sur le terrain? En fait, moi, j'estime qu'avec nos équipes et tous les patients qu'on voit aujourd'hui, qu'on accompagne, que la tech, certes, c'est un super truc. Outil. Bon, mais en fait, ouais, c'est un super outil. Mais en fait, on oublie une chose, c'est que la tech, elle n'existe que parce qu'il y a l'intelligence humaine qui est là et qui est derrière un PC, qui est en train de faire des codes ou je ne sais quoi, parce que moi, je suis pas un développeur, je suis pas ingénieur. Et en fait, je veux aussi faire en sorte que, quand même, on remette à la base ce qui aujourd'hui fait de nous ce qu'on est aujourd'hui, des êtres humains. On est effectivement des êtres humains qui avons une réflexion, une intelligence humaine. Et je pense qu'il faut aussi mettre l'accent sur la technologie, mais qui a un impact positif pour notre société. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, les patients qu'on voit aujourd'hui, ils sont
très loin de la technologie, il y a la fracture numérique. Ils savent effectivement utiliser WhatsApp et Facebook, mais pas plus. Et donc, c'est comment tu fais aussi pour que ces patients puissent, je dirais, apprendre. C'est pour ça qu'on est en train de réfléchir à mettre en place des formations de santé numérique avec ces patients dans ces quartiers prioritaires. Et puis, je pense qu'il y a une importance aussi à cela, c'est que tout à l'heure, Stéphanie, parlait des femmes, et c'est vrai que nous, dans nos quartiers, ce sont les forces vives de nos territoires qu'on ne voit pas, à qui on donne très peu de moyens, très peu d'outils. Et notre engagement, nous, au sein de Banlieue Santé, c'est qu'on est en train de travailler sur des programmes, d'ailleurs, dont un a été labellisé par ONU Femmes, sur un café des femmes. Le café des femmes, c'est aussi de pouvoir mobiliser les femmes dans ces quartiers qui sont les forces vives, aux nouvelles technologies, mais à tout un tas, je dirais, de solutions, parce que en fait, elles ont très peu de moyens à pouvoir agir. Et donc, l'idée, c'est aussi de se dire comment la femme et les femmes dans ces quartiers doivent être celles aussi qui portent de vrais sujets de société, parce que elles sont quand même, je dirais, une lumière dans cette société. Elles portent 9 mois un enfant. Elle donne la vie, elle donne l'éducation, elle donne le sein, elle donne plein de choses que l'homme ne sait pas faire. Et qu'en fait, on doit travailler ensemble, justement, les hommes et les femmes, à pouvoir s'engager sur ces sujets-là. Parfait. Et je crois que c'est un argument qui est revenu très rapidement quand j'ai discuté avec vous. Chacune des intervenantes, d'ailleurs, je crois qu'on en a parlé, c'est de se dire, effectivement, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup d'innovations et il y a plein de choses qui peuvent être créées, sauf qu'on a un autre problème que je pense qu'il est important d'évoquer, c'est que les femmes sont très peu présentes, en tout cas, dans la prise de décision. Et je me dis que pour justement porter, c'est difficile, j'imagine, pour un homme d'imaginer un produit sur des sensations qu'il ne connaît pas, sur des choses qu'il n'a jamais vécues. Quel conseil aujourd'hui on peut donner aux femmes qui sont présentes pour leur donner peut-être envie d'aller vers ce type de secteur où les femmes sont encore peu présentes? Je regarde Assia. Moi, le conseil, c'est d'être persuadée de la légitimité que vous avez et du rôle stratégique que vous avez à être engagée dans la santé et le numérique de manière générale. Je vais vous donner un exemple très très concret qui prouve à quel point il y a des biais de prise en charge et des biais de genre en médecine. Alors la crise cardiaque, un des symptômes typiques de la crise cardiaque, qu'est-ce que c'est? C'est la douleur thoracique qui va irradier au niveau du bras et qui va irradier au niveau de la mâchoire. C'est un symptôme qu'on voit chez des patients hommes, qu'on voit aussi chez une majorité de femmes de moins de 45 ans. Mais les femmes ont d'autres symptômes qui vont probablement se rajouter à ce symptôme typique. C'est des douleurs au niveau du dos, des douleurs au niveau de la nuque, au niveau de la mâchoire. C'est des symptômes qui ne sont pas forcément évocateurs d'une maladie cardiaque. Et en pratique, qu'est-ce qui se passe? Les femmes elles-mêmes attribuent ces symptômes soit à du stress, soit à de l'anxiété. Les médecins, parfois, peuvent passer à côté du diagnostic de la crise cardiaque. Et en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes ont 7 fois plus de chances de rentrer chez elles après une crise cardiaque. Et lorsqu'elles n'ont pas cette fameuse douleur thoracique associée, elles ont 14 fois plus de chances de décéder d'une crise cardiaque. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que finalement, l'intelligence artificielle fonctionne par les datas avec lesquelles elle est alimentée. Si ces datas sont teintées de biais de genre, typiquement, eh bien, derrière, il peut y avoir des impacts très importants. L'intelligence artificielle fonctionne aussi parce qu'elle répond à des questions dont les critères ont été définis par les êtres humains. Et si les êtres humains sont eux-mêmes teintés de biais, eh bien là encore, en fait, on programme dans les systèmes nos propres biais de genre. Et on l'a vu quand on voit les systèmes de reconnaissance vocale qui sont bien plus performants pour la voix d'homme que la voix de femme, les reconnaissances faciales bien plus performants pour les hommes que pour les femmes, les intelligences artificielles de diagnostic de cancer qui étaient plus performants pour les peaux blanches que pour les peaux noires. Là, il y a effectivement un vrai enjeu à faire en sorte que les équipes de développement d'intelligence artificielle soient des équipes équilibrées en termes de sexe, pour avoir les perspectives féminines à toutes les étapes du processus du développement, d'avoir des femmes à des niveaux de leadership stratégiques pour s'assurer derrière qu'il y a une bonne prise en charge, qu'il y a de bons diagnostics et une bonne prise en charge des patients. Ça, c'est important pour nous tous, parce que ça peut nous toucher tout un chacun ou l'un de nos proches demain. Et qui plus est, si on ne prend pas les femmes dans ce type de domaine, on se coupe de 50% des talents et ça serait bien dommage. On peut donner en tout cas pour inviter les femmes à rejoindre en tout cas cet écosystème? Moi, je dis souvent, il m'a fallu attendre 39 ans et un cancer pour oser entreprendre. Il m'a fallu attendre 39 ans et un cancer pour prendre la parole de manière publique, y compris dans les médias sur un sujet.
Donc j'ai envie aussi de m'adresser aux jeunes femmes. N'attendez pas d'avoir une expérience de vie qui vous confronte à votre propre finitude. Osez prendre la parole, osez réaliser vos rêves, vos envies et votre utilité sociale. C'est en tout cas tout ce que je vous souhaite et ce que je souhaite à mes filles et à mon fils aussi d'ailleurs. Stéphanie ? Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites en réalité. Moi, de mon prisme, durant les conférences que j'anime et que j'organise, qui s'appelle AI for Health Europe, on rassemble à peu près 1000 personnes au Palais de Tokyo, donc depuis 2 ans. Cette année, ça va être au Trianon. Et il est vrai que sur donc les mois où j'ai travaillé intensément sur ces sujets-là, donc d'IA et santé, il m'est très très difficile de rencontrer des femmes expertes sur le sujet d'intelligence artificielle et santé, tout comme il y a déjà aussi des difficultés à trouver des hommes qui sont axés sur ces deux spécialités. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une propension aussi que je vois à la femme à avoir vraiment beaucoup de timidité ou de non-légitimité ou de plafond de verre, comme on dit, à ne pas vouloir s'exprimer sur scène pour des raisons... spécifiques à elles ou en tous les cas elles sont pas assez visibles selon moi, et moi j'aurais à cœur de discuter avec plein de femmes qui sont expertes et qui ont des choses à dire et aller. Je pense qu'il y a aussi des sujets d'accompagnement. Il y a plein d'initiatives qui sont faites aujourd'hui pour les femmes, pour les accompagner à briser donc ce plafond de verre, à être plus. Il y a plein aussi d'associations d'inclusion. Donc je pense qu'on est vraiment dans une mouvance positive. Je pense pas que j'ai des conseils à donner. C'est juste que moi j'aimerais avoir plus et d'en voir plus. Donc ça c'est ce que j'aimerais vraiment profondément. Mais en tous les cas, ce que je vois aujourd'hui des jeunes avec qui je travaille, puisque clairement, chez Startup Inside, je suis l'une des plus âgées, c'est intéressant de voir à quel point les jeunes femmes sont très différentes de la femme que moi j'ai été. J'ai pas été du tout éduquée de la même manière. J'ai pas du tout été dans une société du numérique comme on a aujourd'hui. Il n'y avait pas l'école 42. Moi, je me souviens très bien quand je devais avoir des informations sur ma santé ou mon corps en tant que femme. Mais qu'est-ce que je faisais ? J'allais prendre le Larousse en dessous dans mon lit et je regardais les mots. Il n'y avait pas Internet, tout ça. Et pourtant, je ne suis pas si vieille. Hein. Donc, tout ça pour dire que c'est allé très vite. Ça a très vite, oui, certes, dans des sphères très corpo, stratégiques, il n'y a pas encore assez de femmes, mais ça va le faire en fait. On y est. C'est juste une question de temps. Et donc je m'inquiète pas en fait. Et en fait, j'ai pas trop de conseils parce que je crois qu'elles ont des conseils au quotidien et qu'il y a des événements comme ça aussi qui font en sorte que ça se fasse. Donc la prise de conscience elle est en train de se faire. Et on va avoir de plus en plus de parité ou en tous les cas de gens représentatifs, hommes et femmes, sur des sujets d'ingénierie, intelligence artificielle et plus loin santé. Et ça, j'en suis persuadée. Abdelali, vous voulez peut-être rajouter quelque chose ? Elles ont tout dit déjà. Ok, mais je vais rebondir alors sur un point, parce que vous avez commencé à en parler, mais vous avez pas été, on n'a pas développé, et je trouve que c'est un point qui peut être hyper intéressant. Vous m'avez parlé de médecine racisée, vous commencez à vous intéresser à ce sujet-là, et ça permet de voir, en tout cas, on l'a évoqué un peu hyper rapidement. Est-ce qu'on peut développer un peu plus ce point-là que je trouve hyper important ? Oui, effectivement, la médecine racisée aujourd'hui existe en France, mais dans d'autres pays. Hein. Quand je dis racisé, c'est pas que les médecins sont racistes, hein, c'est pas du tout le sujet. C'est de dire que en fait, quand vous êtes de couleur noire, vous avez des symptômes qui s'expriment différemment qu'une personne blanche ou une personne asiatique ou une personne d'un autre pays. Et donc l'idée, c'est comment en fait aujourd'hui on réapprend aux professionnels de santé de reprendre aussi ces méthodes quand même qui doivent être très importantes, c'est de comprendre ces habitudes de vie sociale, culturelle, religieuse, ethnique. Et je pense que c'est très important parce que on en arrive aussi à des catastrophes aujourd'hui sanitaires où, comme on ne prend pas en compte tout cela, le risque, c'est qu'on va perdre des patients. Et donc, je vous donne un exemple concret. Un patient égyptien qui arrive aux urgences avec l'abdomen distendu, qui arrive et
diagnostic, forcément, le médecin va dire peut-être c'est une cirrhose, c'est un patient alcoolique. Quand on pose la question au patient, il va dire non, je ne bois pas d'alcool. Mais en fait, poser la question comment il ne boit pas d'alcool alors qu'il a un estomac comme ça. Là. Et en fait, non, c'est que le patient, si tu lui poses la question inverse en lui disant écoute, est-ce que tu t'es baigné dans le Nil, en Égypte? Il y a un microbe là-bas qui est connu et qui donne ces symptômes-là. Donc il y a aussi, je dirais, tous ces biais-là où en fait on doit réapprendre la médecine, je dirais, à ces professionnels de santé de demain, à des sujets en fait qui sont extrêmement importants. Une patiente d'origine subsaharienne, si vous lui parlez de gynéco, de la même manière que si vous parliez à une patiente occidentale, vous risquez d'avoir des problématiques de la prise en charge. Et donc, parce que il y a une habitude culturelle, religieuse, ethnique qu'il faut aussi apprendre, comprendre et respecter. Et je pense que c'est important aussi de remettre les choses, je dirais, là où il faut, puis aussi faire comprendre à ces professionnels de santé que ces biais-là sont une richesse dans la prise en charge médicale. Et juste un exemple concret aussi, c'est que moi, pourquoi j'en suis arrivé aujourd'hui à créer mon lieu de santé et à faire de la lutte, je dirais, sur les inégalités sociales, c'est que j'ai moi-même vécu une inégalité sociale. Moi, je suis professionnel de santé, j'ai travaillé en tant qu'agent de service hospitalier pendant près de 8 ans, mais j'ai eu un accident à l'âge de 7 ans qui fait que moi, mes parents sont d'origine marocaine, ne parlent pas le français, ils sont illettrés, analphabètes. Ils étaient, je dirais, paysans et bergers au Maroc. Et en fait, quand ils sont arrivés ici, ils étaient un peu perdus. Et quand j'ai eu l'accident, quand j'ai été brûlé à 70%, ma mère, je regarde dans ses yeux, je vois encore dans ses yeux cette incompréhension et se dit, mon gamin, est-ce qu'il va rester en vie ou pas? Et je pense que quand les médecins ont du mal à comprendre et que les parents ont du mal aussi à comprendre, il y a cette frustration, il y a ce risque aussi qu'à un moment donné, on en arrive aussi à des situations dramatiques. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis là. Et en fait, je dis toujours, mon accident a été plutôt un point extrêmement positif dans ma vie. Si je n'avais pas eu cet accident, peut-être que je ne serais pas là en train d'essayer de m'engager contre ces luttes des inégalités sociales qui sont larges, qui ne sont pas que la santé, qui sont l'éducation et autres. Et voilà, je suis extrêmement déterminé à m'engager, quoi qu'il arrive, et avec mes équipes, à faire en sorte que tout patient ait accès aux soins, peu importe ce qu'il est, d'où il vient, son parcours. On est là pour soigner tout le monde. Parfait. On a beaucoup discuté. Je trouve que c'est peut-être le moment d'apprendre de continuer à se connaître un peu plus. Et j'ai envie de vous poser la question, c'est qu'on a beaucoup parlé aussi de Ted for Good en disant que la santé, en tout cas, si on a quelque chose à retenir cet après-midi, de se dire qu'en tout cas, on a beaucoup d'outils qui vont vraiment nous permettre de mieux vivre, en tout cas, et qui vont vraiment, en tout cas, permettre d'améliorer notre quotidien. Je vous pose la question vraiment à chacun et on va aller dans le sens, on va commencer directement par Anne-Sophie. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une innovation qui a retenu votre attention récemment? Il y en a plein et il y en a quasiment au quotidien qui retiennent mon attention. Il y en a peut-être une en particulier dans la gestion de la douleur. Chez les personnes atteintes de cancer ou d'autres pathologies, qui est en fait un masque de réalité augmentée qui permet, pendant des actes douloureux comme une ponction lombaire par exemple, de permettre aux gens de s'évader en visionnant des images, en écoutant de la musique, et qui réduit de manière très significative la douleur. Alors cette innovation, elle s'appelle Bliss. Elle a été développée par une aidante d'une personne atteinte d'une maladie grave qui a beaucoup souffert pendant les actes de soins. Et je retrouve plein de composantes qui me tiennent à cœur en fait dans cette innovation. C'est à la fois la capacité des gens qui vivent l'expérience médicale de détecter des manques ou des difficultés et de créer et de proposer des réponses adaptées. Parfait. Assia? Alors, c'est vrai que le numérique, ça a une véritable valeur de mission d'utilité publique et encore plus dans le contexte particulier que nous sommes en train de vivre en France, notamment la crise aux urgences, notamment le plan de transformation et d'organisation des systèmes de santé avec le projet de loi Ma Santé 2022. Et il y a une innovation qui a attiré mon attention, qui a été portée par une start-up en santé suisse qui s'appelle Calypse, qui permet d'anticiper les afflux de patients aux urgences. C'est une innovation qui est utilisée, basée sur de l'intelligence artificielle et qui est utilisée au centre hospitalier de Valenciennes, parce qu'effectivement, les urgences manquent de ressources humaines, de ressources financières, sont constamment sous tension.
Et en fait, cette intelligence artificielle, en observant l'historique des datas qui ont été conciliées par le service des urgences du centre hospitalier de Valenciennes, en les croisant avec des datas météorologiques, des événements locaux, des manifestations, des matchs. On sait que par exemple, lorsqu'il y a de la pluie, du verglas, il y a beaucoup plus de personnes qui arrivent aussi aux urgences. Donc en croisant toutes ces données, cette intelligence artificielle permet donc aux équipes de service, du service d'urgence du CH de Valenciennes de pouvoir anticiper l'afflux 7 jours à l'avance et donc de pouvoir mettre en face les ressources en termes humains et matériel, et donc notamment le nombre de lits adéquats en face, qui réduit considérablement le stress et les tensions. Ça permet de réduire le temps d'attente des patients, d'éviter des patients qui attendent sur les brancards, d'éviter des patients qui vont être renvoyés à d'autres services parce qu'on ne peut pas les gérer à l'instant T, et ça a un taux de fiabilité de 90%. Donc ça a été expérimenté cet automne et ça va être généralisé notamment à d'autres services du CH de Valenciennes. Donc je trouve que c'est une belle innovation pour aider nos médecins encore plus dans le contexte que l'on vit actuellement. Merci beaucoup. Abdelali. En fait, c'est une innovation d'abord d'intelligence humaine et d'intelligence du cœur. C'est l'association Banlieue Santé. Je vous invite à la suivre. Non, sans déconner, mais en fait, je pense que même si c'est une innovation qui est là depuis un certain temps et qui est en train de faire pas mal de choses, c'est Doctolib. Pourquoi ? Parce qu'elle tracte les autres innovations aujourd'hui. Doctolib, on fait un truc assez formidable, assez intuitif et simple. Et je trouve que c'est aussi beau de montrer aussi qu'en France, il existe des licornes, de belles licornes comme celle-ci, et qui vont tracter demain d'autres startups. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise Doctolib ici ? Tout le monde, en fait, voilà, presque. Donc, voilà, donc j'ai bien fait de la citer. Et qu'effectivement, en fait, grâce à Doctolib, nous aussi, en tant que jeunes entrepreneurs ou startups, on imagine aussi de belles idées qui peuvent être complémentaires de Doctolib. D'ailleurs, si Doctolib nous entend, nous, Banlieue Santé, on est prêt à bosser avec eux. Moi, j'aime bien hacker le truc et je sais qu'il y a quelqu'un de chez Doctolib ici, c'est sûr, ou pas sûr, mais en tout cas, s'ils nous entendent, on est présent. Et en fait, tu m'as posé tout à l'heure, tu as posé une question, mais en fait, je n'ai pas répondu. Qu'est-ce que les femmes peuvent apporter aujourd'hui à notre société, ou en tout cas, comment on peut les engager sur ces sujets-là ? Moi, je pense que peu importe. C'est très important. Moi, je pense qu'il faut aussi, je dirais, donner que des points positifs pour aussi commencer à effacer les points négatifs. C'est peu importe d'où tu viens, ton milieu social, ta croyance, ton statut, ce que tu veux, tes diplômes, etc. Tu peux t'engager à créer des innovations. Tu peux t'engager à porter des projets, soit seul, soit en équipe, soit avec différents organismes qui existent. Je pense qu'ici, vous avez des intervenantes qui peuvent de qualité vous donner énormément d'idées. Et moi, c'est formidable de voir des profils comme ça qui sont autant engagés. Et je pense qu'il faut aussi que le sujet de la femme, ce ne soit pas juste un sujet d'une journée, en fait, du 8 mars. Moi, je trouve ça extrêmement délirant d'entendre le 8 mars, la journée de la femme. Moi, je pense que pour moi, la journée de la femme, ça doit être tous les jours. Il ne faut pas attendre le 8 mars pour faire un truc. Et en même temps, je pense qu'il faut de plus en plus de jeunes filles issues, je dirais, des classes sociales populaires, qui sont issues des quartiers ou issues de la ruralité, toutes ces classes sociales qu'on ne voit pas, qui sont en train d'émerger. Il faut les pousser, il faut leur donner un peu de moyens et plus de moyens encore. Et c'est aussi notre engagement aujourd'hui, c'est de faire de l'inclusion pour tous, pour toutes, et voilà. Merci beaucoup. Stéphanie, je vous laisse me dire quelle innovation a retenu votre attention ces derniers temps. Moi, j'en vois vraiment beaucoup tous les jours, puisque dans le cluster AI4Health, on est beaucoup dans la médecine de précision, dans les contenus d'oncologie, d'imagerie médicale, les vrais cas d'usage qu'il y a en IA en fait, et en santé aujourd'hui, parce qu'il y a plein de choses qui se font en balbutiement, en prédictif, etc. Mais qu'est-ce qui se fait vraiment aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait réellement aujourd'hui sur ces sujets-là? Il y a aussi, il manque un sujet, c'est les maladies chroniques. Et moi, je ne vais pas forcément parler d'innovation qui m'a marqué en tant que telle, puisqu'il y en a vraiment, encore une fois, moi, tous les jours qui me marquent. Il y a quand même une start-up sur 3 tous les jours dans la santé qui se crée, et en IA. Donc, c'est énorme. En revanche, il y a un fondateur qui m'a marqué l'année dernière, qui s'appelle Stéphane Bidet,
donc de la startup Hilo, H-I-L-L-O. Et donc, il part dans cette histoire-là parce que sa femme est atteinte de diabète. Le diabète, il faut savoir que c'est un mot de tous les jours, que j'en parle même pas aux États-Unis, mais honnêtement, il y a plus en plus de diabétiques. Et ça, c'est pareil que les hormones. Il faut aussi pouvoir tous les jours doser sa dose d'insuline. Et comment on le fait de manière correcte, c'est grâce à Hilo, qui veut justement innover en ce sens que sa femme, plus tard, grâce à son produit, elle va pouvoir avoir, selon son profil et ce qu'elle est, la bonne dose d'insuline qu'elle doit avoir au quotidien pour se traiter tous les jours et être bien. Et ça, je trouve ça impactant et innovant, et aussi ça part d'un sujet, d'un cas réel. Parfait, merci beaucoup. Avant d'aller vers le mot de la fin, je propose quand même qu'on laisse participer nos participantes. Participantes, pas exactement ça, mais si vous avez des questions dans la salle, c'est le moment vraiment de pouvoir échanger avec nos intervenants. Soyez pas timide, hein. Je l'ai mis. Alors, normalement, il y a ce micro qui est juste là. C'est toujours la première question la plus dure, alors j'y vais. Peut-être une question à Anne-Sophie. Pourquoi est-ce qu'à l'heure actuelle, dans notre société, on a encore du mal à prononcer le mot cancer, comme vous avez cité l'exemple de M. Charras? Alors, s'agissant du cancer, on est face à une maladie très ancienne. On la connaissait déjà chez les Grecs. Krabos, le crabe, ça vient du grec. Et c'est une maladie, en fait, qui embarque avec elle 4000 ans d'histoire et 200 ans de médecine, où elle a été décrite comme contagieuse. Et d'ailleurs, il suffit d'ouvrir Doctissimo, pas Doctolib, mais Doctissimo, pour voir encore des questions. Mon cousin vient d'apprendre qu'il a un cancer de la gorge. Est-ce que mon fils peut boire dans le même verre que lui? Donc c'est une maladie qui embarque pas mal de fantasmes et qui renvoie encore aujourd'hui beaucoup à la mort. Et c'est vrai qu'en nombre, c'est la maladie la plus représentée en France avec les diabètes et les maladies cardiovasculaires. C'est celle qui a le taux de mortalité le plus important. Il y a encore 1 personne sur 2 qui meurt d'un cancer. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, et ce que la société, je pense, doit entendre, c'est qu'on est de plus en plus nombreux à vivre, parfois très longtemps, même sur des diagnostics hier qui avaient un pronostic vital engagé très, très rapide. Hein. On a des femmes atteintes de cancer du sein métastatique, par exemple, qui peuvent vivre 6, 7, 15 ans, alors qu'hier, elles mouraient très rapidement. Donc on est de plus en plus nombreux à vivre, on est de plus en plus nombreux à pouvoir vivre et travailler. Et le sens de la médecine, permis par les innovations liées à la technologie, hein, notamment le développement de l'ambulatoire, de chirurgie et de traitement de moins en moins invasifs, va dans ce sens-là. Et les personnes malades, quelle que soit la pathologie, ont vraiment, en tout cas c'est ce que j'entends depuis 8 ans, cette envie et ce besoin de conserver leur place dans la société, de conserver leur droit à l'emploi et leur devoir de travailler, qui est un droit constitutionnel. Mais voilà, le cancer renvoie encore à la mort et continue d'embarquer des années et des années d'histoires douloureuses. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une autre question? Alors, je vous laisse vous faire passer le petit ballon rouge. Bonjour. Alors moi, ma question, c'était de savoir, en cas de maladie, doit-on l'annoncer à l'employeur? Doit-on annoncer les choses ou garder le silence? Garder le sujet pour soi. Voilà. J'ai pas de réponse toute faite à vous proposer. Pour plein de raisons, parce que d'abord, c'est quelque chose de très personnel, de révéler quelque chose de l'ordre de l'intime à un employeur, parce que toutes les entreprises aujourd'hui sont peut-être pas, et tous les employeurs sont peut-être pas prêts à entendre et à s'adapter. Aujourd'hui, on a convaincu 100 d'entreprises en France de nous rejoindre. On considère qu'on a sensibilisé environ 2 millions d'actifs, donc c'est un premier pas. Mais il y a 3,5 millions d'entreprises en France, donc vous voyez que la route est encore un petit peu longue. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que je crois qu'on n'a aucune chance de mettre en place des accompagnements adaptés si on n'ouvre pas le dialogue sur le sujet.
Et ce que j'invite les personnes qui sont concernées à faire, c'est, sans leur donner de réponse toute faite, c'est de s'interroger sur est-ce qu'elles ont envie de le dire ou pas, est-ce qu'elles peuvent le dire ou pas, à qui elles peuvent le dire et quelles vont être les conséquences, qu'elles le disent ou pas, de leur choix. J'ai répondu à votre question ? Alors, moi j'ai une question pour Abdelali. Je voulais juste avoir plus de détails par rapport à ce que vous disiez sur les sensibilisations que vous faites avec Banlieue Santé. En fait, on fait ce qu'on appelle de la prévention de santé publique vulgarisée qui n'existe pas aujourd'hui en France. On parle dans toutes les langues. Quand on va au foyer Sonacotra et qu'on a des patients qui parlent de Bambara ou Soninké, en fait, on va faire en sorte que des professionnels de santé qui parlent le français mais qui ont aussi baigné dans la culture Soninké peut aussi apporter des messages clés de santé publique pour aussi faire en sorte que ces patients reviennent par le parcours de soins. Donc, typiquement, on fait des tables rondes sur des sujets comme le diabète, qui est un vrai problème aujourd'hui de santé publique, qui lui, comme on le sait aujourd'hui, le diabète peut amener d'autres pathologies qui vont se greffer par la suite. Donc, c'est basique, hein, la prévention de santé publique. On fait en sorte de ramener des patients, je dirais, en consultation ophtalmo, comme on a fait là, il y a 3 semaines, un mois, où on a ramené 200 personnes en consulte ophtalmo et d'une aide gratuite. Là, on est en train de travailler sur un gros projet qu'on va faire au Stade de France, on espère. Donc, c'est en train de négocier. On va ramener 10 000 personnes, on va tout faire. Check-up, contrôle technique, OK. À la fin, tout le monde va rentrer chez lui, il va se dire, je sais, j'ai quoi comme problème. Donc, on est dans un enjeu, en fait, où aujourd'hui, on est dans un délire, nous, personnellement, où on se dit, il ne faut pas s'arrêter à juste faire des petites actions à droite et à gauche dans tous les quartiers où nous sommes. Il faut aussi ramener un maximum de ces patients qui n'ont pas l'habitude d'aller voir le médecin, parce qu'en fait, un message clé que nous, on a compris, c'est qu'en fait, chez certaines cultures, la maladie, il ne faut pas en parler parce que ça va amener la maladie. Tu vois, c'est parce qu'il y a aussi cette croyance, parfois pour certains, que en fait, la maladie est, je dirais, une punition de Dieu. Donc il y a aussi cette dimension où il faut prendre en compte tout plein de petits éléments qui vont pouvoir faire en sorte que le patient va vouloir revenir vers le parcours de soins. Et ça, c'est aussi un des engagements, c'est de faire vraiment d'inclure l'ensemble des prises en charge médicales. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des professeurs en médecine qui nous ont rejoints, de renommée mondiale, parce qu'en fait, ils ont compris que notre truc là, c'était un truc de dingue. Est-ce que j'ai une prochaine question ? Du coup, moi, je suis très impressionnée par ces actions, justement, de renvoyer, enfin, d'essayer de ramener, en fait, les patients dans le parcours de soins. Et du coup, si vous parlez de diabète et des maladies, en fait, qui peuvent en amener d'autres, du coup, là, la semaine prochaine, c'est la semaine du rein. Et donc, du coup, parmi ces maladies, donc le diabète et l'hypertension, elles sont pour 50% justement liées à des maladies rénales. Du coup, est-ce que vous vous êtes rapprochés ? Est-ce que là, il y a eu beaucoup d'annulations justement de dépistage gratuit ? Est-ce que ce ne serait pas une idée de vous rapprocher justement de toutes ces associations pour les sensibiliser à votre cause justement, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites aussi par d'autres associations. Quel écho vous pensez recevoir de ce type d'assaut ? Et est-ce que vous avez l'intention de vous rapprocher d'elle? Oui, merci de me faire la petite passe D. Effectivement, on est en train de se rapprocher. Alors, on est en train de travailler sur un programme qu'on crée, nous, parce qu'on a créé Banlieue Santé. En fait, on est en train de travailler sur un centre de formation qui s'appellera l'Institut français de santé. Donc, je vous l'annonce un peu en off, mais on se le dit entre nous. Et oui, la vocation, c'est vraiment de faire en sorte de créer des programmes adaptés pour que les associations aussi puissent avoir les moyens de pouvoir communiquer avec ces patients, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les maladies du rein touchent aussi une grande partie de la population africaine. On sait aussi qu'il y a d'autres maladies qui existent, et la drépanocytose, où aujourd'hui on en parle très peu, on ne sait pas comment les prendre en charge. Il y a énormément de patients qui passent à côté. La dimension aujourd'hui de former, aujourd'hui même, demain, les professionnels de santé à ces nouvelles techniques de prise en charge qui je dirais, ce qu'on appelle, nous, c'est l'aller vers. En fait, on ne fait pas en sorte que le patient ouvre le cabinet et rentre. C'est qu'on va chez lui, on va en bas du bâtiment, on fait un mafé, un couscous, un barbecue, un thé à la menthe, on fait un truc et on va les rassembler, on parle de santé publique avec eux. On fait en sorte de recréer aussi du lien au travers de la santé publique, au travers de ces actions sociales. Donc, bien sûr, si
tu as des associations que tu connais ou que tu fédères ou que tu présides, comme je t'ai vu sur ton profil LinkedIn tout à l'heure. C'est gentil. Je parlais pas de moi, je parlais vraiment de... Je sais, mais du coup, je voulais t'en parler tout à l'heure parce que tu m'avais caché ça. Donc je te le dis, moi, tu me tacles, je te tacle. Donc voilà. Donc ouais, effectivement, on n'a qu'une envie, c'est aussi de travailler avec l'ensemble des associations. Il y a aussi un problème aujourd'hui des associations, c'est que tout le monde se fait la guerre parce que c'est mon argent, c'est mon réseau, c'est mes subventions, c'est ceci. En fait, nous, on leur dit simplement, en fait, c'est quoi ton objectif? Est-ce que c'est faire en sorte que les patients aient accès aux soins ou c'est d'avoir une place parmi les autres? Nous, on n'est pas là pour avoir le melon, on est là aussi pour se dire comment on redistribue les cartes de manière claire et honnête. Et ça, c'est aussi notre taf. Je vais prendre une dernière question. Merde. Ok. Non, en fait, on a parlé pas mal d'IA. J'aimerais savoir d'où viennent les infos, du coup. Comment est-ce que vous les collectez? Ou est-ce que, du coup, globalement, la maladie, etc., tout le monde vient potentiellement à des symptômes, etc. D'où vous partez pour faire vos IA? Est-ce que c'est sur un petit panel ou... Enfin, je vais un peu trop dans le technique, peut-être. Mais... En fait, les données, il y en a partout. C'est ça qui est la beauté de l'intelligence artificielle. Et notamment dans le cadre du projet de loi Ma Santé 2022, il y a une plateforme de données de santé qui va être mise à disposition qui s'appelle le Health Data Hub. Elles viennent d'où? Elles viennent quand vous allez en consultation et qu'on vous passe la carte vitale, on sait quel type de traitement vous avez, quel type de pathologie vous avez. Lorsque vous avez un examen de diagnostic obligatoire... là encore, on collecte la donnée. Alors évidemment, elles vont être anonymisées pour pouvoir générer les algorithmes d'intelligence artificielle, mais il y en a dans les publications. Il y a énormément de publications scientifiques qui sortent tous les jours. C'est nous, la société, qui créons ces données par nos pratiques, par ce que l'on publie, par nos modes de vie. On est entouré sur les réseaux sociaux, on est entouré de data. Pour vous donner un exemple... Le coronavirus, une des startups, Blue Dot, avait identifié l'épidémie bien avant que l'OMS en fasse une information publique. Ils ont screené ce qui se disait sur les forums, ce qui se disait dans les articles, ce qui était publié, ce qui se disait au niveau des institutions médicales, au niveau des hôpitaux. On est entouré de données et d'où l'importance effectivement de pouvoir prendre ce recul-là humain, parce que l'intelligence artificielle, c'est génial, mais si derrière, on ne prend pas du recul par rapport à ces données qui sont collectées et qu'on n'essaye pas de se dire quel est le biais potentiel dans les pratiques pour justement ne pas les renforcer à travers le programme d'intelligence artificielle, c'est aussi un peu la dangerosité et je dirais la dimension éthique à laquelle il va falloir faire attention lorsqu'on développe ce type de programme. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si. Okay. Merci. Compléter ce qu'a dit Assia. En fait, quand tu vas sur Facebook, tu mets que tu as de la fièvre, c'est une donnée de santé. Tu vois, c'est un truc assez simple. Ce qu'il y a, c'est que nous, le risque aujourd'hui qu'on voit, c'est qu'il y aura deux médecines. C'est la médecine de ceux qui peuvent utiliser leur outil et intégrer, je dirais, leurs habitudes de vie au quotidien, et tous ceux qui sont en fracture numérique, qui sont généralement cette classe sociale très très populaire, très précaire, que nous, on a identifié qu'il faut aller justement faire en sorte de rééduquer, les accompagner, les amener à la santé. C'est pour ça qu'on fait de l'aller vers. Et donc, du coup, la donnée de santé, là, c'est encore plus compliqué pour aller chercher. Alors, elle a parlé effectivement, Assia, du Health Data Hub. Je crois que c'est la BPI qui a mis en place un truc comme ça, ou avec le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, j'ai été à une conférence il n'y a pas très longtemps justement sur le sujet. Et en fait, on va arriver à deux médecines où en fait, on va avoir la médecine de ceux des classes populaires un peu... qui ont les moyens d'eux, et puis tous ceux, malheureusement, ce qu'on appelle les patients en angle mort de la société. C'est quand tu conduis, si tu ne regardes pas ton angle mort, tu percutes la moto. Donc c'est ces patients-là qu'il faut rentrer dans la voiture, mettre la ceinture et apprendre à conduire. Et c'est ceux qu'il faut vraiment, je pense, mettre plus de moyens aujourd'hui pour aller les chercher, récupérer la donnée et essayer de faire en sorte qu'on ait aussi, je dirais, cette justice sociale en France et de remettre un peu du sens à la santé publique. Donc il y a de tout. Il y a effectivement un côté où il y a la data un peu partout. Puis il y a celle un peu de ce qu'on appelle de la médecine informelle, que nous, on va chercher dans les endroits les plus précaires, les plus sombres. Mais pour ça, il faut déjà commencer avec un petit mafé ou un couscous. C'est vraiment, ça marche, je te jure, ça marche. Et crois-moi que ça a du sens. Voilà. Ça marche.
Parfait. En tout cas, un grand merci à nos intervenants d'avoir partagé leur expérience et leur expertise avec nous. J'espère que vous restez avec nous pour la deuxième partie de l'après-midi. On va parler numérique et innovation. Ça va être dans à peu près 10 petites minutes, grand max. Je pense qu'on va faire une toute petite pause. Et on continue l'après-midi en tout cas. Juste pour